Bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un exercice quasi incontournable, le rapport de stage. Comment le structurer? Comment le rendre efficace? C'est une vraie question, oui. Souvent, on le voit un peu comme une corvée, alors qu'en fait, c'est une chance de montrer ce qu'on a vraiment retiré d'une expérience, ce qu'on a analysé. Et pour en discuter, on s'appuie sur un guide de Le Repère des CIP qui s'appelle Comment faire un rapport de stage. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin que la simple liste des sections, comprendre ce qui fait qu'un rapport est percutant. Exactement, essayer de voir la logique derrière la forme imposée et identifier ce qui fait qu'un rapport va vraiment marquer les esprits, au-delà des simples consignes. Alors, commençons par la base. Le guide le dit bien, la structure d'un rapport de stage, sauf exception, elle est quand même très codifiée. Assez similaire d'un endroit à l'autre. Mais oui, c'est un cadre commun. C'est fait pour que ce soit clair, pour faciliter la lecture, l'évaluation par le jury ou les tuteurs. C'est une sorte de grammaire commune. Une grammaire commune, j'aime bien l'image. Donc on a les classiques, la couverture, la page de garde. Oui, la page de garde, super importante pour le côté administratif. Les dates, l'entreprise, le maître de stage. C'est ça, puis l'avant-propos qui est facultatif apparemment, mais qui peut être utile pour expliquer ses motivations peut-être. Tout à fait. Et les remerciements, bien sûr. Le sommaire, essentiel pour s'y retrouver. Et après, on arrive au cœur du sujet, l'intro, le développement. Voilà. Le développement, c'est là où on met le contenu principal, les analyses. Il faut que ce soit structuré, avec un plan clair. Et le guide mentionne un style agréable. C'est pas pour rien. Hmm. Et puis, on termine avec la conclusion, la biblio, les annexes, classiques. C'est ça. La conclusion, c'est stratégique aussi, pour synthétiser et montrer la valeur du stage. Et les annexes, utiles pour les documents complémentaires, parfois un peu longs pour le corps du texte. Mais est-ce que cette structure très standard, elle ne risque pas un peu d'enfermer la pensée, de rendre tous les rapports un peu pareils? C'est une bonne question, ça. Euh, Si on l'applique bêtement, sans comprendre pourquoi chaque partie est là, oui, ça peut devenir un carcan. On remplit des cases, quoi. D'accord. Mais l'idée, c'est plutôt de voir ça comme un échafaudage, une structure solide sur laquelle on va construire sa propre démonstration, avec ses propres analyses. L'avant-propos, par exemple, même s'il est facultatif, ça peut être l'endroit pour donner une touche plus personnelle. Intéressant. Donc, le cadre guide, mais ne doit pas brider. Et le cœur du rapport, le développement, c'est là que ça se joue vraiment. Ah oui, clairement. C'est le plus gros morceau et c'est là qu'on attend l'analyse, la réflexion. C'est pas juste une description de ce qu'on a fait. Justement, pour voir comment ça s'organise concrètement, le guide propose 2 exemples de sommaire. Le premier, c'est celui de l'auteur. Et ça commence fort avec un diagnostic de territoire. Oui, c'est assez frappant, hein. Avant de parler du stage lui-même, il y a toute une analyse du contexte. Géo, démo, écho. Euh, C'est énorme, non? Présentation de la ville, de la région, les compétences locales, développement éco, habitat, politique de la ville, ça va loin, hein? Ça va loin, oui. C'est une approche très contextuelle. Très pertinent, j'imagine, pour certains types de stages, peut-être dans le social, l'aménagement. Oui, on voit les thèmes. Insertion, développement local. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de noyer un peu le lecteur ou de s'éloigner du stage? Le risque existe, c'est sûr. Si l'analyse reste déconnectée des missions du stage, ça peut faire un peu hors sujet. L'idée, c'est pas de faire une thèse sur la région, hein, D'accord. mais plutôt de montrer qu'on a compris l'écosystème dans lequel on a évolué. Le but est de contextualiser l'action. Pour un autre type de stage, ce diagnostic prendrait une autre forme, bien sûr. Analyse de marché, concurrence. Le principe reste comprendre le contexte. Compris. Donc, l'idée clé de ce premier exemple, c'est vraiment cet ancrage initial dans l'environnement avant de zoomer. Précisément. Et après, cette grosse partie contexte, territoire, géographie, socio-éco, puis la structure d'accueil elle-même, là, on passe aux missions. Et c'est là qu'on voit apparaître un terme important. Ah oui, j'ai noté ça. Dans les parties sur l'accompagnement de personnes, sur l'atelier thématique, sur la prospection, il y a toujours écrit APP, analyse de pratique professionnelle. Exactement. Ça revient souvent. Mais concrètement, ça veut dire quoi, faire une analyse de pratique dans son rapport APP? C'est quoi le but? En fait, c'est le moment où on prend du recul. On sort de la simple description « j'ai fait ça, puis ça ». Analyser sa pratique, c'est se demander pourquoi j'ai fait comme ça. Sur quoi je me suis basé. Qu'est-ce qui a marché? Pourquoi?
Qu'est-ce qui a moins bien marché et qu'est-ce que j'en apprends? D'accord. C'est vraiment lier l'action, la pratique, avec la réflexion. Et si possible, avec des éléments théoriques ou méthodologiques vus en cours, par exemple. Ah ok, c'est beaucoup plus clair. Donc c'est pas juste raconter son stage, c'est montrer qu'on a réfléchi à ce qu'on faisait, qu'on a analysé son propre travail. C'est exactement ça. Et c'est là, souvent, que réside une grosse partie de la valeur ajoutée du rapport. Ça montre la capacité à apprendre de l'expérience. Et ça montre une posture plus professionnelle, j'imagine. Indéniablement. Un bon rapport, il montre pas seulement ce qu'on a fait, mais ce qu'on a compris en le faisant et ce qu'on en a tiré. C'est ça qui va intéresser un jury ou même un futur employeur. D'accord. Et dans ce premier exemple, on voit aussi des outils précis mentionnés, comme le QQO-QCP pour l'atelier ou un diagramme de Gantt pour la prospection. Oui, ça illustre la méthodologie employée. Ça montre qu'on ne fait pas les choses au hasard, qu'on utilise des outils professionnels pour structurer son action et son analyse. Bien. Alors ensuite, le guide propose un deuxième exemple de sommaire, celui d'un certain Freddy F. Et là, l'organisation a l'air un peu différente. Oui, on dirait une approche plus thématique peut-être, moins chronologique ou contextuelle au départ. Voyons voir. Première partie, présentation, structure, territoire, acteurs. Bon, ça regroupe le contexte, mais peut-être plus rapidement. Probablement plus synthétique que dans le premier exemple, oui. Puis A, accompagnement à la contractualisation, accompagnement projet pro, conception d'atelier, action de prospection, appui au recrutement, intégration d'un salarié. Voilà, on voit bien les grands thèmes d'activité. C'est organisé par type de mission principale, on dirait. Et on retrouve d'ailleurs des missions similaires au premier exemple, hein, l'accompagnement, l'atelier, la prospection, le recrutement. C'est intéressant. Ah! Et dans la partie prospection, il mentionne la RSE. Ah oui, responsabilité sociale des entreprises. C'est pertinent ça. Ça montre une prise en compte des enjeux actuels, même dans une action de prospection. C'est un bon point. Et même si la structure globale est différente, le guide précise que chaque partie de ce deuxième sommaire inclut aussi le contexte, la méthodologie, les acteurs, les résultats et, de nouveau, l'analyse de pratique. Oui, oui. C'est ça qui est intéressant. Peu importe comment on choisit d'organiser le cœur du rapport, que ce soit par projet, par thème, de manière chronologique, Mhm. les ingrédients clés restent les mêmes. Il faut toujours situer l'action, le contexte, décrire ce qu'on a fait, mission, méthode, résultat, et surtout analyser tout ça, l'analyse de pratique. Donc la différence entre les deux exemples, c'est surtout la façon d'agencer ces ingrédients. En gros, oui. Le premier exemple met un gros focus sur le contexte au tout début. Le deuxième l'intègre peut-être plus au fur et à mesure des thèmes abordés. Il n'y a pas une seule bonne manière de faire, le tout c'est que ce soit logique, clair et bien annoncé dans le sommaire et l'intro. D'accord. Donc, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, au-delà des parties obligatoires comme l'intro ou la conclusion, un bon rapport de stage, un rapport qui a de l'impact, il doit vraiment réussir à combiner trois choses. Vasé. Premièrement, une bonne compréhension du contexte, l'entreprise, son environnement. Deuxièmement, une description claire, précise et si possible argumentée des missions ou des projets menés. Oui. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, cette dimension réflexive via l'analyse de sa propre pratique. C'est tout à fait ça. Contexte, action, analyse. CAA si on veut. Et tout ça doit servir un but. Montrer les compétences qu'on a développées, notre capacité d'analyse et la valeur qu'on a pu apporter ou retirer de l'expérience. Le plan, le sommaire, finalement, c'est juste un moyen pour organiser cette démonstration. Exactement. Ce sont des outils. Il faut choisir l'organisation qui va le mieux mettre en valeur ce qu'on a fait et appris en fonction du stage spécifique. Revenons un instant sur cette analyse de pratique. On a compris que c'était crucial, mais j'imagine que c'est aussi là que beaucoup bloquent. C'est peut-être la partie la plus difficile à rédiger. Oui, c'est souvent le cas. Parce que ça demande un effort d'introspection et d'analyse qui n'est pas toujours évident. Le risque, c'est de rester dans la description améliorée, ou de tomber dans le simple ressenti personnel. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Alors comment on évite ça? Comment rendre cette analyse vraiment analytique? Une bonne piste, c'est de s'appuyer sur des éléments concrets, des faits, des situations précises. On peut utiliser des petites méthodes, comme le STAR, qu'on utilise parfois en entretien. Situation, tâche, action, résultat. Ah oui, je connais. Mais on peut y ajouter un L à la fin, pour leçon apprise ou learning. Pour chaque situation significative, se demander qu'est-ce que j'en retire concrètement, sur le métier, sur moi, sur l'organisation. Star plus L. D'accord, c'est une bonne astuce. Une autre chose, c'est d'essayer de faire le pont avec la théorie. Si on rencontre une difficulté, par exemple,
Est-ce qu'on peut la relier à un concept vu en cours? Ah, cette situation avec tel client, ça illustre bien la notion de résistance au changement, par exemple. Ça montre qu'on sait mobiliser ses connaissances. Faire le lien théorie-pratique. Ça donne de la profondeur. Et est-ce qu'il faut aussi oser parler de ce qui n'a pas marché, des difficultés, voire des erreurs? Ah mais oui, absolument. L'analyse de pratique, c'est pas juste pour se vanter. Au contraire, montrer qu'on est capable d'identifier une difficulté, de comprendre pourquoi c'est arrivé, et surtout d'expliquer ce qu'on en a appris pour la suite. Hmm. C'est un signe de maturité énorme. Ça montre qu'on sait apprendre de ses erreurs. Bien sûr, il faut pas s'autoflageller non plus. Oui, il faut rester constructif. C'est ça. On analyse, on explique, on montre le leçon tiré. C'est très valorisé. D'accord. Et à part cette analyse de pratique, y a-t-il d'autres écueils fréquents à éviter dans un rapport? Oh oui, un grand classique, c'est une intro ou une conclusion un peu faible, un peu bâclée. L'intro, elle doit vraiment accrocher, poser le cadre, la problématique s'il y en a une, et annoncer clairement le plan. Donner envie de lire, quoi. Et la conclusion? La conclusion, c'est pas juste un résumé rapide. C'est là qu'on boucle la boucle. On répond à la problématique de départ, on synthétise les apports principaux du stage pour l'entreprise, mais aussi pour soi. Et, idéalement, on ouvre un peu. Sur son projet pro, sur des questions qui restent ouvertes. Une ouverture, oui. Un autre piège, c'est le manque de preuves. Affirmer des choses sans les illustrer par des exemples concrets, des chiffres, des documents en annexe, ça affaiblit le propos. Les annexes bien choisies, c'est important pour ça. Donc, soigner l'intro et la conclue, approfondir l'analyse de pratique et l'illustrer. On voit bien que la qualité va bien au-delà du simple respect de la structure. Tout à fait. La structure, c'est le squelette. C'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. La chair, ce qui donne vie et valeur au rapport, c'est l'analyse, la réflexion, la capacité à argumenter, à faire des liens. C'est ce qui va laisser une impression durable, j'imagine. Exactement. Une impression de professionnalisme, de curiosité, de capacité à apprendre et à réfléchir sur son action. En somme, si la forme du rapport de stage suit des codes, c'est pour la clarté, mais le fond, lui, demande un vrai travail personnel. Les exemples qu'on a vus montraient qu'il y a différentes façons d'organiser le contenu, mais le cœur du sujet, c'est cette transformation de l'expérience vécue en une analyse. C'est vraiment le point central, oui. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion qui va un peu au-delà de la simple rédaction pour l'évaluation. C'est-à-dire? Mais au-delà de la note, comment est-ce qu'on peut faire de ce travail de rédaction une étape vraiment constructive pour soi-même? Comment utiliser cet exercice pour son propre développement? Ah, comment transformer cette obligation parfois en opportunité? Voilà. Comment passer de « il faut que je fasse ce rapport » à « tiens, comment ce rapport peut m'aider à mieux comprendre ce que j'ai appris, à identifier mes points forts, mes points à améliorer, peut-être même à affiner mes choix pour l'avenir ». Utiliser le rapport comme un outil de bilan personnel et de projection. Exactement. En faire un véritable outil pour soi. Ça demande un effort d'introspection supplémentaire, c'est sûr, mais ça peut vraiment décupler la valeur de l'exercice, bien au-delà de la validation du stage. Voir le rapport non plus comme une fin en soi, mais comme un moyen de capitaliser sur son expérience. C'est une perspective stimulante en effet. Pour conclure notre discussion d'aujourd'hui,